Bonjour à tous. Je vous propose qu'on débute. Bon, on se lance. Merci à ceux qui sont là, hein. Merci à tout le monde. Moi, je vais vous parler d'un risque sur les systèmes d'information, ou plutôt des cyberattaques. Je vais découper cette présentation en 4 parties. Une première partie sur le bilan des cyberattaques, comment réagir face à ces cyberattaques et quelle défense on peut apporter. Enfin, je vous expliquerai comment Econocom Osiatis a choisi de répondre aux incidents de sécurité. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Serge Priseau, je suis le directeur des opérations de la BU Cybersécurité au sein du groupe Econocom. Bonjour à tous. De mon côté, je m'appelle Anne Dorange et je suis en charge du développement des activités Econocom sur le secteur de la santé. Donc la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui concerne d'un point de vue large l'ensemble des entreprises ou des organisations qui ont un système d'information. Et nous essayerons de vous donner des exemples un peu plus précis sur les enjeux par rapport au monde hospitalier en particulier et par rapport aux conséquences dans le monde de la santé. Voilà, on souhaite cette intervention en mode interactif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. On peut prendre quelques minutes en plus pour en discuter. Donc, je rappelle rapidement un panorama de la cybercriminalité. Il faut savoir qu'en 2014, on a 81% des entreprises qui ont fait l'objet d'une cyberattaque. Sur ces cyberattaques, il y en a 78 qui ont été réalisées sans problème, donc très facilement. Il y en a 66% qui ont été découvertes après plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les découvrir immédiatement. Et surtout, 70% ont été découvertes par des tiers. Donc, j'ai essayé de... Je ne vais pas vous refaire toute l'historique, mais il s'avère qu'on est en train de changer d'époque. Donc, ça veut dire que l'approche de la gestion des SI change. On est dans ce que moi j'ai appelé la compétitivité. Les entreprises veulent aller plus vite, plus loin. Ça veut dire que les incidents de sécurité évoluent avec, et ça veut dire aussi que les réponses à ces incidents de sécurité doivent évoluer. Et on est sur un défi pour les systèmes d'information afin de pouvoir répondre à ces incidents de sécurité. Je vais vous présenter ça juste après. Donc déjà, qu'est-ce qu'une cyberattaque ? La définition, c'est l'exploitation délibérée de failles de systèmes informatiques sans leur consentement. Comment ça se passe? Donc c'est très simple, via du code malveillant, via de l'exploitation de vulnérabilités, via du phishing, ce qu'on appelle de l'harponnage. Pour vous donner un exemple concret, il suffit sur un site internet quelconque qui a été fabriqué, il suffit de rentrer un peu de code et de voir si la base de données qui est derrière ce site répond. Et si cette base de données répond, on est capable de récupérer toutes les informations qui sont sur la base de données. Dans quel but? Alors, ça peut être un but purement financier, pouvoir revendre les bases de données. Ça peut être dans un but de compromission, tout simplement parce qu'on veut se venger de la personne. On n'a plus besoin, ou on a des problèmes avec cette personne, on a décidé de détruire son image de marque. Ça peut être pour de la cybercriminalité. Alors qu'est-ce qu'on met derrière? Ça peut être par exemple pour créer ce qu'on appelle des zombies. C'est-à-dire qu'on prend la main à distance sur les machines et on leur fait faire des activités illégales, ce qui permet en fait de ne pas être pris par le gouvernement français. Par rapport au contexte plus spécifique du secteur de la santé, ce qu'il faut bien observer aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'informations sont stockées de manière centralisée ou décentralisée d'ailleurs concernant
des individus, clairement, informations qui en général sont associées aux coordonnées de la personne, hein, de par la nature des échanges qui sont faits et qui sont dématérialisés, et que la notion de préjudice concernant les données qui évoluent autour de la santé d'une personne peut s'avérer extrêmement grave. Donc, bien qu'on sache aujourd'hui avec certitude qu'on ne peut pas se protéger à 100%, on va dire, de tout type de tentatives d'intrusion, d'attaque ou de destruction des services informatiques qui sont disponibles au sein des établissements, il faut quand même conserver en mémoire que se mettre en position déjà d'une part de s'en protéger d'un point de vue légal, mais d'autre part d'être capable de résoudre d'un point de vue technique les incidents lorsqu'ils sont découverts est simplement indispensable. Et ces capacités de réaction, en général, font appel à des compétences qu'on retrouve plus centralisées chez des acteurs dont c'est le métier à 100% que dans les établissements qui peuvent être concernés par ce type d'incident. Merci Anne. Donc, je vais vous présenter très rapidement les principaux types d'attaques qu'on peut avoir. On a des attaques en brute force, c'est-à-dire qu'on utilise la puissance de l'informatique pour résoudre les mots de passe. On a la mise en place de portes dérobées. Il y a le vol de données, le spyware, l'augmentation de privilèges et le phishing, harponnage. Alors, je ne vais pas détailler ça. Tout ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2013, on a une explosion du vol de données et c'est dû au changement de comportement des gens et à l'apparition des applications et de la mobilité dans les entreprises et dans le monde médical. On est sur un monde beaucoup plus ouvert, donc beaucoup plus à même de proposer des données pour être volées. Donc, je reviens, c'est un peu plus technique. Là, c'est juste pour montrer quel type d'attaque on a. Les principales attaques sont des attaques ciblées pour 30%. Des fois, et tout ce qui est, on appelle injection SQL, c'est rentrer du code dans les applications. Alors, on a une réflexion, on se dit, mais depuis 10 ans, depuis 20 ans, on parle de sécurité périmétrique et on sait que ça fonctionne. Oui et non. En fait, on a une sécurité qui est connue pour tout type d'attaque connue. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous présenter. Pour tout ce qui est canaux de communication non approuvés, on met des pare-feux, ainsi de suite. Par contre, il y a toutes les nouvelles attaques, ce qu'on appelle des signaux faibles, comme des attaques qui viennent de l'intérieur, comme des attaques 0D, c'est-à-dire des exploitations de failles qui ne sont pas encore connues, qui laissent tous les systèmes d'information vulnérables. Et c'est ces attaques de signaux faibles qu'il faut arriver à voir et répondre à ces signaux faibles. Hop, il y a eu une erreur. Donc j'essaye, là je vous ai détaillé ce qu'on appelait une cyberattaque. Quelle que soit la cyberattaque, il y a toujours, on retrouve 3 phases. Une phase de compromission, une phase d'intrusion, une phase d'incident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaquant va d'abord effectuer une reconnaissance, va voir à quoi ressemble le terrain. Une fois qu'il a fait ça, il sait comment attaquer. Donc ça veut dire exploitation des vulnérabilités, ça veut dire augmentation des privilèges qu'il a réussi à avoir, ça veut dire création de backdoor. Et derrière, il efface les traces de ce qu'il a fait. Et une fois qu'il a attaqué et qu'il est dedans, il est capable d'atteindre son objectif, qui peut être de la malversation, qui peut être de la compromission, de la perturbation, qui peut être de l'effacement, de l'extorsion. Enfin, une fois qu'il est dedans, il peut faire tout ce qu'il veut. Généralement, c'est à but financier ou en but de vengeance. J'essaye de vous montrer aussi que c'est quelque chose qui est pour l'instant, dont on ne sait pas traiter immédiatement. J'ai mis ce schéma, c'est juste pour montrer qu'on n'est pas capable de détecter ces attaques immédiatement. Pour des attaques malicieuses, on n'a que 2% des attaques qui sont détectées immédiatement, alors qu'on a 24% au bout de 3 mois.
Ça veut dire que c'est vraiment un problème sur lequel les DSI, les SI doivent se pencher. Et on se dit, bon, ok, on détecte quel est le délai de traitement de ces attaques. Donc, on se rend compte qu'une fois qu'on a détecté l'attaque, on a quand même 10% de ces attaques malicieuses qui sont traitées immédiatement. Par contre, on met encore 3 mois pour pouvoir traiter ces attaques. Et surtout, ce qui est dur, c'est qu'on a 6% d'attaques malicieuses qui ne sont absolument pas traitées. C'est-à-dire qui continuent. C'est-à-dire que sur notre SI, on a 6% d'attaques qui continuent à faire effet. Donc on a des backdoors qui se retrouvent, ce qu'on peut avoir, des ralentissements, voire des effacements de pages. Et autre point aussi dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a 7% des attaques, des incidents de sécurité qui ont été résolus, mais on ne sait pas quand. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas si le rejeu de la résolution de cet incident. Ce qui est assez grave parce que si ça réapparaît, on ne saura pas comment faire. Donc j'ai essayé de vous mettre le déroulement d'une attaque. Donc généralement, on a l'appel de l'utilisateur pour signaler un problème. On crée le fichier, on crée la demande, on crée le dossier. 2 jours plus tard, ce dossier est examiné. 4 jours plus tard, on se rend compte que c'est un problème de sécurité. Donc on transfère ce dossier au technicien de sécurité pour lui dire de regarder, de collecter, d'essayer de trouver une solution. À J+8, on analyse enfin les données. Et à J+14, on se dit que c'est pas mal, il faudrait qu'on aille réellement voir ce qui se passe. Donc on se rend bien compte que 15 jours après une déclaration d'incident de sécurité, on commence à agir réellement. On a perdu pas mal d'informations. Pour information, on va dire en 2013, une étude montre qu'il fallait en moyenne 43 jours pour résoudre un incident de sécurité et que cet incident de sécurité coûtait en moyenne 500 000 €. Voilà, c'est pour vous donner un peu la problématique des incidents de sécurité. Par rapport à ces différents points, ce qu'il faut noter, c'est que la responsabilité du délai de prise en charge n'est pas imputable aux services concernés, hein, je tiens à le préciser quand même. C'est simplement par défaut de qualification souvent de la nature de l'incident qu'on s'aperçoit qu'en réalité le temps de traitement est bien supérieur à ce qui aurait dû ou pu être envisagé. Donc il faut bien conserver en mémoire que l'objectif n'est pas de stigmatiser les équipes diverses et variées qui évoluent au sein de l'établissement, mais plutôt les moyens... Comme ça ? Je préférais celui-là. Mais donc plutôt de bien se dire que la nature de l'attaque et la qualification exacte de l'attaque et son niveau de criticité ne sont pas nécessairement immédiatement possibles à appréhender par le service informatique. Donc voilà, je tenais simplement à apporter cette précision parce que c'est vrai que vous êtes dans des environnements dans lesquels la gestion de l'urgence, la criticité, etc. sont un petit peu votre lot quotidien. Et c'est vrai que la disponibilité du service informatique est stratégique. Des ralentissements trop importants, des pertes de données, etc., sont quand même des sujets qui peuvent être graves ou en tout cas s'avérer extrêmement handicapants dans l'établissement, pas que pour sa réputation, simplement pour la pratique de la médecine. Merci Anne. Je te propose qu'on avance. Dessus, on essaye de vous donner quelques pistes pour réagir face à ces incidents de sécurité qu'on appelle cyberattaques. Donc là, j'ai listé 10 enjeux. J'ai essayé de les faire assez simples. Ça va être identifier un incident de sécurité, établir les objectifs de l'opération d'enquête ou de nettoyage et ou nettoyage, analyser toutes les informations disponibles relatives à cet incident. Ça va être aussi déterminer exactement ce qui s'est passé. Par exemple, on va dire qui est rentré dans la salle pour prendre possession de l'ordinateur, qui a laissé traîner la clé USB par laquelle le virus est arrivé, qui s'est connecté avec le badge de qui. Ça peut être ce genre d'informations. Ça va être identifier les systèmes de réseau
compromis. Par exemple, ça va être identifié sur quels équipements informatiques, scanners et autres sont installés les virus. Ça va déterminer les informations divulguées à des tiers non autorisés, volées ou supprimées, corrompues. Donc voir qui a eu accès à l'information qui n'aurait pas dû. Par exemple, les dossiers patients. Qui a ouvert les dossiers patients alors qu'il ne devait pas y avoir accès. On essaye aussi de trouver l'origine et ses modifications. C'est assez compliqué de temps en temps. C'est savoir, par exemple, sur le dossier patient, est-ce que des gens ont compromis l'intégrité de ce dossier? Analyser les processus d'attaque, comment c'est arrivé? Déterminer l'impact sur l'entreprise, sur le CHU, sur le service. Quel est l'impact d'avoir laissé filer cette information, par exemple? Quel est l'impact du virus? Combien de scanners a été indisponibles pendant combien de temps? Et a posteriori, c'est mener une enquête pour identifier et lancer les poursuites légales, si nécessaire. Voilà quelques pistes pour essayer de répondre à un incident de sécurité. Et d'ailleurs, simplement pour compléter par rapport à votre actualité aujourd'hui, votre mouvement vers l'hôpital numérique et l'intégration notamment de la mobilité en environnement de santé et hospitalier en particulier, combiné, on va dire, avec la multiplicité des équipements qui circulent dans l'établissement, qui sont ou pas propriété de l'établissement, ce qu'on appelle joliment le BYOD dans nos langages et acronymes. C'est vrai que ce qu'on appelle les backdoors, en tout cas les possibilités d'introduction de codes plus ou moins bienveillants est quand même extrêmement importante. Donc sans vouloir faire l'apologie de la sécurité en disant mettez une armure et plus l'armure sera solide et mieux vous serez protégé, puisque aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme ça, hein. On a parlé de sécurité périmétrique tout à l'heure, mais aujourd'hui on parle vraiment de la sécurité des systèmes d'information et des accès à l'information, hein, puisque c'est un tout, c'est un ensemble. Donc par rapport à ça, sachez que s'il n'y a pas de réponse parfaite, il y a la possibilité quand même au travers de certains process et de certaines compétences de se prémunir au mieux, on va dire, des risques les plus importants tels que vous les aurez identifiés vous. Un risque, encore une fois, qui sont de l'ordre du vol de données, de l'indisponibilité du système d'information et de la corruption. De la corruption de données, effectivement, qui est assez compliqué à prouver. Donc effectivement, ce que disait Anne est vrai, on est en train de s'orienter vers une sécurité avec les métiers et plus une sécurité périmétrique. Ça veut dire qu'il faut que les métiers soient partie prenante de la sécurité, parce qu'il n'y a que les métiers qui peuvent nous expliquer où sont leurs enjeux. Donc on sait que dans le domaine hospitalier, il y a un enjeu de disponibilité très forte. On a un enjeu de confidentialité aussi, très forte. Et ces enjeux-là, on ne peut les comprendre uniquement avec les médecins, les aides-soignants, avec tout le corps médical. Donc c'est pour ça qu'on est en train de s'orienter vers une sécurité métier. Donc après qu'on ait édité tout ce qu'on a à faire, quels peuvent être les moyens? Alors j'ai essayé de rester assez vague, je pense qu'il y a quand même des termes qui peuvent être un peu durs pour vous. Il y a 3 grandes familles. Donc il y a tout ce qui est détection, avec des moyens informatiques mis en place pour récupérer et absorber les informations. Donc ce qu'on appelle SIEM, SOC, CERT, je ne rentrerai pas dans les détails, si vous voulez je pourrais vous expliquer en partie, mais c'est juste des moyens informatiques et humains pour répondre à des incidents de sécurité et pour faire de la veille sécuritaire. Il y a tout ce qui est audit. Alors, audit, ça porte bien son nom. Ça veut dire qu'on va aller regarder quel est l'état et faire le niveau de maturité de la sécurité des infrastructures. Ce qui permet d'avoir un état des lieux à un moment donné de la sécurité des infrastructures. Et le dernier moyen, c'est tout ce qui est autour de la gestion. Donc, c'est la mise en place de processus, la mise en place de plans d'architecture, de la réflexion sécurité au niveau de la gestion. Je pense qu'une chose importante, et c'est un petit peu notre rôle côté Econocom Osiatis sur cette équipe de cybersécurité,
c'est que ça nous permet de mettre à votre disposition aussi un volume de retour d'expérience relativement large sur l'accompagnement à la mise en place des différents process. Et là, je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre un produit, hein, soyons bien d'accord. C'est plus partager nos retours d'expérience et partager d'autres expériences clients pour essayer d'amener le plus de compétences possible dans les éléments qu'on vous transmet ou dans les éléments de recommandation qu'on va vous apporter. Donc, ce qui est bien important de noter, c'est que c'est une équipe de conseil, c'est une équipe d'accompagnement et c'est une équipe d'intervention, en fait, qui a la chance, en évoluant sur le marché auprès de différentes organisations, de pouvoir faire profiter à tous des retours d'expérience et donc d'apporter une contribution réelle en termes de valeur ajoutée. Tout à fait, merci. Donc, j'ai mis juste un exemple pour illustrer ce qu'on vient de se dire. C'est pour montrer un peu comment on peut déterminer les attaques. Donc on se rend compte que 55% des attaques, des cyberattaques, ont été trouvées, ont été détectées par des outils de monitoring ou par du forensic, donc par de l'intervention humaine. Et donc c'est ce que montrent les deux premiers chiffres. On a 55 et 42%. Voilà. Je voulais juste attirer votre attention sur le chiffre du milieu, c'est qu'on a un tiers, 30%, un tout petit peu moins d'un tiers des cyberattaques qui ont été détectées par une tierce personne, par de l'intervention tierce. Donc c'est pas négligeable, ça veut dire que ça peut vous aider aussi à faire un rempart, on va dire, contre des cyberattaques. Et malheureusement, on se rend compte que les équipes internes ne voient passer que 10% des cyberattaques. Voilà, j'ai essayé de vous mettre ce graphique pour illustrer ce qu'on était en train de vous dire tout à l'heure. Ce graphique n'est pas spécifique au monde hospitalier. Il a été fait sur un panel de 3500 personnes entre la France et les États-Unis en 2013. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous présenter tout ce qui est les défenses qu'on pourrait apporter pour les incidents de sécurité, ce qu'on va appeler la réponse sur incident de sécurité. Alors, j'ai essayé d'expliquer en détail comment on se prépare pour répondre à une attaque, à une cyberattaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous indiquer qu'il y a 3 parties. Une partie renseignement sécuritaire où on prépare, c'est un process, ce sont des process qu'il faut mettre en place. Une fois qu'on a les process, lorsque l'incident arrive, il faut répondre à cet incident. Donc identifier, résoudre, prendre les mesures correctives, récupérer les systèmes qui ont été infectés. Et une fois qu'on a répondu à cet incident, il faut faire un suivi post-intervention, c'est-à-dire qu'il faut faire un REX, il faut enquêter en profondeur, il faut mettre à jour les process pour que cet incident n'arrive plus. Donc ça reprend un peu ce que je viens de vous dire. Que faire lorsqu'on a une attaque? Il faut être prêt. Ça c'est la vérité de la palisse, mais il faut être prêt. Le plus près possible, sachant qu'on ne peut pas tout prévoir. Il faut voir quelle est notre exposition. Il faut pouvoir trier, enlever le bruit. Parce qu'on a beaucoup d'informations qui remontent, mais elles ne sont pas toutes pertinentes. Une fois qu'on a trié, il faut classifier, voire isoler les informations qu'on a pour pouvoir les traiter en profondeur. C'est le thème suivant. Il faut pouvoir traiter ça. Et enfin, il faut pouvoir faire un rapport, un bilan, un retour d'expérience pour effectivement éviter que ça se repasse. Oui, il y a un établissement de santé qui a été victime d'une attaque, mais en fait qui s'est manifesté par un ralentissement de son système d'information. Donc une difficulté à accéder aux outils de gestion interne de l'établissement, mais qui, a priori, semblait simplement être une lenteur. Le problème, c'est que le virus s'est tant et si bien installé, puisque en fait, la chose n'a pas été détectée comme une attaque, mais plutôt comme un ralentissement, on va dire, des serveurs et de l'application.
qu'il a fallu ensuite plusieurs mois pour restaurer en fait le système d'information, dans la mesure où le système infesté avait été sauvegardé, qu'il y a eu des réinstallations à partir des sauvegardes qui elles-mêmes étaient déjà infectées, etc., etc. Et on rentre en fait en termes de corruption du système dans un cercle complètement vertueux et pour le moins non lourd vertueux à gérer. Dans le sens où le ralentissement qui semblait anecdotique au départ n'a fait que s'amplifier. Donc on s'est retrouvé avec une quasi-indisponibilité du SIH, en n'ayant pas détecté l'incident et avec un risque d'exploitation, là pour le coup, au niveau de l'établissement, qui est devenu complètement critique. Et donc il y a eu une intervention pompier alors que le malware se promenait depuis plusieurs mois dans le système. Bon, c'est un exemple, des exemples comme ça, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais voilà, c'est important de savoir qu'il y a une réalité concrète derrière ce qu'on vous dit. Tout à fait. Et juste pour revenir sur ce que Anne était en train de dire, la source de ce problème était une clé USB infectée qui a été mise par un médecin sur un poste. Voilà. Aussi simple que ça. Des mois et la DSI qui devenait folle parce qu'ils n'arrivaient pas à répondre aux demandes de leurs clients, des médecins et des urgentistes. Donc, Econocom Osiatis, je vous ai mis ça assez simple, c'est qu'on a une offre en 2014, on a une solution complète pour répondre aux incidents de sécurité en 4 points, via de la détection, de l'évaluation, de la réponse et de la remédiation. Même, oui, à partir de 2014, c'est vrai. À partir de 2014, elle est encore valable, elle sera encore valable bien longtemps. Qu'on a appelé CIRT, Security Incident Response Team. On a 2 solutions. On a une solution logicielle avec Ncase qui permet de faire de l'analyse statistique et heuristique sur les données. Et on a une solution humaine qui sont des consultants qui sont là pour faire un travail d'investigation. Ce qui est important de noter, hein, c'est que le déclenchement d'une intervention du CIRT est quelque chose qui peut se faire à la volée, hein, puisqu'on est dans un process de traitement dans l'urgence. Donc ce sont des équipes qui sont mobiles et qui sont capables de se déplacer sur simple commande, enfin j'aurais tendance à dire, mais enfin bon, sans engager un process lourd de mise en œuvre. Hein. Donc on est vraiment dans la réponse à l'urgence, avec des compétences très très fortes. Donc ce sont des équipes qui sont entraînées en fait pour traiter ce genre d'incidents et qui peuvent ensuite faire appel à d'autres équipes pour venir compléter, notamment pour la rémédiation aux problèmes, si plus de ressources doivent être mises en œuvre selon la gravité du sujet. Tout à fait. Je vous l'explique juste après. Donc j'ai essayé de vous montrer ce que c'était d'un point de vue informaticien. Hein, on va dire ça, d'un point de vue informaticien, ce que c'était une attaque. Donc on a une attaque qui passe les pare-feux et qui arrive sur le poste de travail. Il y a une entité de log, ce qu'on appelle un collecteur de log qui va récupérer toutes les informations après le passage du malware, qui va nous le transmettre. Nous, on va l'étudier et on sera capable de prendre l'état des lieux de l'ordinateur ou des ordinateurs pour pouvoir traiter et récupérer l'information de l'apparition du malware ou de l'incident de sécurité. Donc j'ai remis, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai remis le gain qu'on pouvait avoir, donc bien sûr on est en théorie, hein, le gain que je pouvais proposer avec l'intervention d'une équipe de réponse sur incident. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir jusqu'à 14 jours entre le moment où l'incident est déclaré et le moment où il est traité, avec l'intervention d'une équipe de sécurité. On est capable de réduire ça à 3 jours. Ça veut dire qu'on est capable de demander à l'équipe de venir regarder. En 1 jour, ils sont capables de valider l'incident. Donc on le verra plus tard, mais l'une des problématiques, c'est de savoir est-ce qu'on est réellement sur un incident de sécurité ou si on est sur un incident de production. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
C'est pas toujours facile de définir si on est sur un incident de sécurité. À J+2, ils sont capables de récupérer toutes les informations nécessaires sur cet incident. Et à J+3, ils sont capables de faire l'analyse post-mortem, ce qu'on appelle du forensic, sur les machines et sur les détails, les logs qu'ils ont récupérés. Donc en 3 jours, on est capable de vous fournir de l'information. Parce que aussi, ça fait partie des choses qu'on fait tous les jours. Donc là, j'ai essayé de ce que vous a présenté Anne, j'ai essayé de remettre sous forme d'une explication notre mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement d'une équipe de réponse sur incident. Ils ont 6 phases. Une phase de préparation, une phase de mise en place de processus, une phase d'identification de l'incident, une phase de vérification, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut qu'on soit sûr qu'on intervienne sur des incidents de sécurité et pas sur des incidents de production, parce qu'on n'a pas les capacités à répondre à un incident de production. Ce sont d'autres équipes. Et ils mettent en place un plan de rémédiation et ils mettent en place du contrôle et reporting sur demande. Là, je reviens sur ce que tu m'as dit. Les équipes sont capables de répondre en 4 heures sur les grandes villes françaises, dont Paris, et à J+1, donc à 8 heures sur tout le reste. Peu importe la demande d'attaque, de cyberattaque. Enfin, j'ai essayé de remettre quelques points qu'il faut adresser, qu'il est bien d'adresser lorsqu'on aimerait diminuer notre surface d'attaque sur la sécurité. Donc il faut définir un plan de réponse aux incidents, c'est ce qu'on a vu. Ça serait pas mal, alors c'est très compliqué à mettre en place, mais de constituer une équipe de réponse aux incidents de sécurité. C'est assez lourd. Il faut définir un corpus documentaire. Il faut essayer de préserver les preuves. Un exemple, on sait que sur les SI, enfin sur les serveurs, il y a des logs tournantes. Ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, les logs sont effacés pour mettre de nouvelles. Et lorsque ça arrive, ça peut être 24 heures, 48 heures, une semaine, on perd définitivement toute trace de passage d'un attaquant. Donc une fois qu'on a d'une présomption d'attaque, il faut trouver le moyen de mettre ces logs à part, de les stocker à part pour qu'ils puissent être exploités après. Le simple fait d'avoir le réflexe d'enlever les logs et de les mettre à part permet de gagner des fois pas mal de temps. Il faut faire de la sensibilisation, c'est très important. Par exemple, effectivement, ne pas utiliser la clé USB avec laquelle notre enfant a joué hier soir et a téléchargé tout ce qu'il voulait. On rigole, mais c'est ce qui se passe. On le sait, on est fatigué le soir, on n'a pas envie de faire la différence entre le travail et la famille, et on leur donne le disque dur, la clé USB, l'iPad pour qu'il cherche pendant 10 minutes, un quart d'heure, ce qu'il veut. Lui, il joue, il a cherché pendant 10 minutes, il a joué pendant 10 minutes, il est parti sur des sites. Tu as des enfants, Serge? J'ai 2 petits, et dont une petite fille, je confirme. Donc non, parce que 10 minutes, tu as de la chance. Moi, je coupe Internet le soir à 21 h, donc elle ne peut plus y aller. Donc, il faut mettre aussi en place un plan de gestion de crise. Ça, c'est important pour savoir quoi faire lorsque ça arrive. Parce qu'une fois que c'est arrivé, on n'a pas le temps de mettre ça en place. Alors, par rapport à ces différents éléments, je pense qu'il faut retenir une chose que vous savez déjà très probablement, mais c'est que 50% de la sécurité de votre organisation repose sur l'humain. Donc la capacité à organiser les process, la politique de sécurité déployée en interne, etc. etc. Dans ces 50%, il y a un gros volet de formation et de diffusion de l'information aux utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs ont effectivement lu la politique de sécurité et tendent à la respecter jusqu'à un certain point? Parce qu'on peut mettre tous les outils qu'on veut, l'utilisateur trouvera des solutions pour les contourner quand il en a les moyens. Effectivement, l'utilisateur va toujours aller au plus simple. S'il se sent bloqué, limité, il va trouver un moyen de contournement, même si
ça implique effectivement une diminution de la confidentialité ou de l'intégrité des... Je pense par rapport à ça, si vous voulez, il y a quand même un enjeu organisationnel qui est important, mais il y a aussi un enjeu de responsabilisation des utilisateurs qui est tout aussi important. Et entre dire, on vous fait signer la charte de PMSSI le jour où vous signez votre contrat de travail et vous assurer au fil de l'eau que l'utilisateur a bien toujours connaissance qu'il y a une politique de sécurité, qu'il y a des bonnes pratiques et qu'il y a des choses à préserver, il y a quand même une marge. Donc je pense que autant dans l'organisation que dans la rémédiation, il y a des pistes qui sont intéressantes à suivre. Compte tenu de l'évolution du paysage, on va dire, informatique au sein des établissements de santé, miser sur la mise en place de ressources dédiées en mode task force, c'est difficilement envisageable. Je pense que personne ne me contredira dans l'audience. Donc voilà, l'idée, c'est comment apporter le meilleur niveau de sécurité possible, 100% n'existant pas, en s'appuyant sur les moyens dont on dispose. Donc il y a l'organisationnel, les ressources humaines et le RSSI quand vous avez la chance d'en avoir un. Et puis il y a ensuite des équipes de spécialistes dont le rôle est non pas de vous vendre des produits et des outils dont vous n'auriez éventuellement pas besoin, parce qu'ils viendraient en plus d'outils que vous avez déjà déployés et ne résoudraient toujours pas le problème, puisque c'est une chaîne sans fond. Donc il en faut, mais de manière mesurée. Et ensuite, vous appuyez sur des expertises extérieures qui sont des gens de métier, de la même manière que je vous déconseille de vous faire opérer par Serge. C'est dangereux. C'est Serge qui intervienne, voilà, s'il y a une attaque qui a été détectée, plutôt que le chirurgien de service. Voilà. Et la dernière, c'est que tout ce qu'on vient de se dire, j'ai essayé de le mettre. Donc, mettre un plan de communication en place. Travailler avec les métiers. Donc c'est ce que j'ai mis, identifier le propriétaire des systèmes de données, identifier les impacts, faire les interfaçages, c'est ce que je disais au début, travailler avec les métiers, travailler avec les employés et travailler aussi avec le gouvernement français. On a des war rooms qui sont mis en place, on a l'ANSSI, on a la CNIL qui permet d'accompagner justement sur ce genre de choses. En conclusion, effectivement, on aurait pu parler de plein d'autres choses, d'OIV, on aurait pu parler de TV5 Monde, tout le monde en a entendu parler il y a 2 semaines, on aurait pu parler de Big Data, on aurait pu parler d'applications métiers, parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour des applications métiers, on aurait pu parler de RGS V2, la réglementation qui est en cours. Voilà, on a fait des choix pour ne pas être trop lourd. Et je vous laisse une petite présentation du groupe Econocom. On est 8700 dans le monde. On a fait 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière et on a 3 grands métiers qui sont le métier du service, le métier de la vente de produits et solutions et le métier de leasing, de financement. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez des questions, on a des petits livres blancs ici que je vous engage à passer récupérer. Et puis sinon, on est sur le village Syntec numérique. On a un petit stand, mais nous sommes là pour répondre à différentes questions, préoccupations que vous pourriez avoir. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci à tous. Ça fonctionne. Bonjour. Alors moi, c'est pas une question, c'est une réaction. Je suis Philippe Loudenot, je suis fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information pour les ministères chargés des affaires sociales, dont le ministère de la Santé. Donc déjà, simplement 2-3 petites rectifications, ce qui ne change en rien votre discours. Dans le monde spécifique des établissements de santé, le temps moyen de détection d'un incident est aujourd'hui de plus de 200 jours. Donc les 43 jours que je disais, vous pouvez les oublier. Je suis gentil. Voilà, vous êtes très gentil. Les impacts derrière métiers et financiers sont catastrophiques, notamment pour les petits établissements de santé. Et la troisième chose, et je m'arrêterai là, il a été mis en place depuis maintenant 9 mois une boîte d'alerte qui est obligatoire, puisque la loi de santé aujourd'hui
impose la déclaration de tous les incidents de sécurité. Donc la boîte, c'est ssi@sg.social.gouv.fr. Vous aurez tous les conseils derrière, savoir comment réagir. Et le deuxième point à avoir, c'est, je suis désolé pour votre discours, mais évitez de modifier quoi que ce soit, d'appeler des équipes. La première chose, là je suis d'accord avec vous, on isole et on garde les preuves. Tout à fait. En cas de piratage, aujourd'hui, et moi je vous appuierai, c'est mon rôle, c'est de déposer plainte. Et là, derrière, on met effectivement toutes les équipes avec un CIRT et, tout à fait. et matériel équivalent. Tout à fait. Il faut se rendre compte effectivement que les données sont très volatiles et disparaissent très très vite. On le dit, ça a l'air évident comme ça quand on le dit, mais on le vit au quotidien. Oui, juste un complément d'information, monsieur Loudenot. Ces services sont réactifs. On l'a déjà sollicité et ça répond. Donc voilà, le but ici n'était pas de vous faire peur, mais c'était... Simplement pour répondre à monsieur, il y a des disparités très très importantes entre les différents établissements et malheureusement il y a des canaux de communication entre les établissements. Donc pour un établissement qui va avoir les moyens ou l'organisation ou les compétences d'ailleurs, simplement d'intervenir rapidement, en général tout ce qui peut être fait est fait. Hein, et j'insiste bien là-dessus. Par contre, il y a des établissements qui ne sont absolument pas en mesure de réagir d'aucune manière. Ils n'ont ni les ressources, ni les compétences, ni les disponibilités. Alors, si l'établissement effectivement fait appel à un partenaire, le premier réflexe, y compris pour les partenaires, déclaration d'incident, ssi@sg.social.gouv.fr. Bon, on va rajouter ça dans notre petite checklist. Oui, on va vous voir. Parce que je crois que notre temps est imparti, c'est ça? Donc merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'arrive pas aux autres. Ça c'est clair. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut se faire aider sur les incidents de sécurité, mais la première chose à faire, effectivement, est d'alerter. Merci à tous.